les amis, c'est Manu pour rcf1.fr, j'espère que vous allez bien. Pour cette dernière vidéo consacrée à la Shepherd Velox F1, on va faire un petit topo donc sur le montage, sur l'essai en fait, sur piste, et on reviendra un petit peu sur les qualités et les défauts de ce châssis. D'abord je vous rappelle quand même l'historique de Shepherd. Shepherd c'est plutôt une marque qui est associée au thermique 8e piste, voire 10e piste. Là c'est leur première, je crois que c'est leur première voiture électrique, en tout cas c'est leur première F1 10e. Donc on va le voir, hein, il y a des petits défauts de jeunesse, mais dans l'ensemble c'est quand même, il y a quand même une qualité chez Shepherd qui est intéressante. Donc pour cette 10e piste, donc ce qu'on trouve dans la boîte, mis à part le kit, on va retrouver en plus du kit, on va retrouver un aileron arrière et un aileron avant serpent. Alors ici c'est pas l'aileron serpent, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et on retrouvera avec la carrosserie, donc ne sont pas livrés dans la boîte, on n'aura pas de pneus. Et on aura le châssis complet, donc en kit classique. On va regarder un petit peu donc ce qu'il y a justement sur ce châssis, pour parler un petit peu du montage, hein. Donc il n'y a pas de difficulté au montage à proprement dit. Il y a des solutions qui sont intéressantes, hein, sur cette F1. On va revenir un petit peu dessus, comme d'habitude on fera un petit point de l'avant vers l'arrière sur tous les aspects techniques du montage et des solutions qu'ils ont trouvées. Et puis des difficultés que j'ai pu rencontrer ou pas sur le setup ou sur le montage. On commence par l'aileron avant. Donc le classique, on pourra mettre tout ce qui est à la norme Tamiya, donc norme F104. Donc tous les ailerons Serpent, Montec, X-Ray, Tamiya, donc qui ont dessus. Ici c'est un aileron de McLaren Tamiya. Alors pourquoi il y a un aileron de McLaren Tamiya? Parce que dessus en fait, dans le kit est livré l'aileron avant Serpent, et comme d'habitude chez Serpent avec cet aileron, à chaque fois en fait que je le teste, ça casse au bout d'un moment. Donc il y a vraiment un problème de fabrication sur cet aileron. Alors moi j'ai plus ces soucis là parce que je roule pas mal en indoor, donc l'aileron sert un petit peu de pare-choc aussi. Vous aurez peut-être moins si vous roulez en extérieur avec ce châssis, mais bon après on peut mettre de l'aileron compatible, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors sur le train avant, qu'est-ce qu'on note? On note donc un train inférieur en carbone avec je vais prendre un petit truc, avec un rigidifeur ici, hein, qui viendra se placer entre les deux trains inférieurs. Une platine supérieure ici en carbone, où on trouvera un réglage de chasse ici qui est intéressant. Alors sur ce setup là, en fait on a, je sais pas si on va le voir, je vais peut-être prendre, je vais vous le déplacer comme ça vous allez voir le réglage de chasse. En fait ce sont des cales, hein, avec des glissières, donc on pourra avancer ou reculer le train avant. Donc on va changer ce réglage de chasse. Et dans le kit est livré également donc ces cales là avec directement des positions. Donc on aura les classiques 3, 6, 9, 12 degrés avec 3 cales différentes, enfin 2 jeux de cales en fait pour ces 3 cales qu'on pourra mettre dans un sens ou dans un autre avec des perçages déjà prédéfinis, donc qui nous donneront un angle juste à chaque fois. Là moi j'ai mis les glissières en fait pour pouvoir tester un petit peu plus facilement les setups. C'était plus facile pour moi. Donc sur le train avant ici on a 2 pièces en plastique avec un réglage donc du carrossage par des biellettes à pas inversées. Donc ça manque un petit peu par rapport aux châssis actuels qui sont tous quasiment en train avant full carbone. On vient un petit peu du plastique, c'est un petit peu moins noble, mais bon, ça a l'avantage aussi d'être facile à changer. Et surtout, on n'a pas ces problèmes de rotule et de joints toriques, ce genre de choses, qui sont souvent placées sur des pièces en carbone. C'est pas le carbone et en fait les rotules, c'est pas souvent facile à articuler.
Là on n'a pas ce problème là, on se retrouve un petit peu avec un setup qui est très proche en fait de la Serpent F110 SF2 qui adopte un petit peu le même système de train supérieur. Sur le comment ça s'appelle la fusée avant. Donc on va retrouver ici, on n'aura pas un kingpin qui traverse complètement en fait la fusée. On aura un kingpin qui se visse en fait dans la fusée avec une rotule au-dessus. Donc qui sera dans une chape, emprisonné dans une chape. Bon, je suis pas très fan, hein. Moi je préfère vraiment le kingpin qui traverse complètement. Mais bon, j'ai pas eu de soucis là sur les essais que j'ai pu faire. Ça se passe bien, donc il n'y a pas trop de problème. Ici un blocage. Alors le petit bémol du train avant, en fait, c'est ces rotules là. Ils ont mis des rotules en nylon. Sans doute pour faciliter le travail du train inférieur. Moi j'aurais préféré quand même voir des vraies rotules métalliques. Bon après c'est pas trop gênant, hein, ça change pas. Par contre ils ont tendance un petit peu à sortir sur des gros chocs, ils ont un petit peu tendance à sortir, justement je vous en parlais, des supports de rotules. Hein. Donc ils sont comme d'habitude tenus sur le carbone. Bon, ça va voir. En dessous, classiquement, on va retrouver. Est-ce qu'on a le focus? Non, pas. Comme ça s'appelle ici. On va retrouver un ressort avec un circlip, la classique. Et des ressorts, je crois que c'est des ressorts médium qu'il y a dans le kit. Alors moi, j'ai mis des ressorts plus souples. Parce que j'aime bien rouler un petit peu plus souple, comme je vous le dis souvent. On va trouver ici un bloqueur pour la direction avant. Donc, on va pouvoir limiter la course. Si on a trop de courses, c'est pas mal. Et 2 positions sur la fusée pour le réglage de la Karman. Donc là, aucune difficulté. Donc classiquement, on se mettra sur le point le plus éloigné. Le renvoi de direction à 90 degrés. Donc là, pareil, on aura 2 réglages d'Ackerman. Donc moi, j'ai testé les deux. Bon, c'est pas très flagrant comme réglage. Je me suis mis sur le réglage où il y a le moins d'Ackerman. Le réglage du pincement donc se fait pareil avec des biellettes à pas inversées. Là aussi. On pourra augmenter ou diminuer la course du cerveau avec pareil, on a 2 points là, de ce côté-là du renvoi à 90 degrés. Donc là-dessus, pas de difficulté. Donc le tout est monté, comme vous l'avez vu, sur des colonnettes en alu. Donc c'est pareil, on pourra peut-être remonter ou descendre le train avant en mettant des rondelles en dessous. Si on veut rouler vraiment très bas. Mais bon, de base, le réglage est pas mal, on est bien à 5 mm. Là-dessus, pas trop de soucis. La fixation du cerveau, donc on a 2 supports alu. Donc on n'a pas de cerveau flottant, comme on aurait pu avoir sur l'X-Ray ou sur la Roche dernièrement. Un palonnier en plastique, donc pas de sauve-cerveau dans le kit. Mais on a les 3 palonniers, donc classique, Futaba, Sanwa et high-tech, je crois. Un petit peu plus loin, donc on va retrouver un petit peu plus de place en fait pour mettre l'électronique. Donc on a un châssis quand même qui est bien large, donc qui est très étroit au milieu et bien large du côté accu et électronique, avec un seul support en fait central pour la platine supérieure. Et donc on aura en fait 2 positions possibles suivant qu'on utilise des accus shorty classiques ou des accus shorty de l'OCG avec un centre de gravité plus bas, donc ils sont moins hauts. On enlèvera cette pièce là. Cette pièce là est indépendante de celle au-dessus. Donc on pourra descendre ici. On a derrière, un petit bloqueur d'accu qui sera réglable ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on pourrait mettre aussi, je crois, là, il y a la place de mettre l'accu en long. Je suis pas sûr à 100% de mon coup. Faudrait que je revérifie, je me rappelle plus. Donc l'accu, sinon autrement latéral il est bloqué. On a les links classiques. Alors le petit souci que moi j'ai eu au montage, ça a été vraiment sur le réglage de l'amortisseur central. C'est un amortisseur Velox qu'on retrouve
dans tout leur châssis. Donc en fait, c'est pas un amortisseur en fait qui se remplit par le haut, c'est un amortisseur qui se remplit par le bas. Hein, donc il faut, et en fait en haut ici on a comment on pourrait appeler ça, un piston en fait. Enfin au-dessus du piston on a une cellule en fait avec un ressort qui vient jouer, qui va faire la dépression en fait. Et donc on remplit par le bas et après on visse. Et normalement c'est ce ressort là qui va permettre de régler le rebond du ressort. Alors moi j'aime bien avoir des ressorts dans lesquels il n'y a pas de rebond. Et avec ces amortisseurs là, c'est quasiment mission impossible pour le faire sans rebond. Ou alors on le fait sans rebond mais on se retrouve toujours avec un petit peu d'air dedans. Donc ouais, je suis pas fan de leur système. Bon, après l'amortisseur, une fois qu'il est fait, ça marche pas mal. Hein. Il n'y a pas de difficulté, il marche bien. Il n'y a pas de truc parasite, de mouvement parasite, tout ce genre de choses. Par contre, bon, c'est un peu chiant à faire puisqu'en fait il faut le visser par en dessous. Il faut un outil un peu spécial, genre pince à serre clips, pour visser en fait le dessous de l'amortisseur, puisqu'il n'y a que deux trous en fait, sur lesquels on va, une espèce de pince comme ça, dans lequel on va visser, pour serrer. Bon, je suis pas fan, bon, passons, peu importe. Mais il marche bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'amortisseur central, moi je suis monté beaucoup en huile, parce que l'huile qui est fournie dans le kit, j'ai un doute, je crois que c'est de la 350. La 350 ou je crois que c'est de la 350, mais donc moi je suis monté quasiment à 600 là, et on pourrait monter encore un petit peu plus là. Pareil pour les dumpers latéraux, donc on a deux dumpers latéraux. Dans le kit en fait c'est très dur, hein, ce qui est livré dans le kit, je crois que c'est de la 60 000. Et en fait c'est un réglage qui va bien à la voiture. Alors j'étais très étonné parce qu'au début, quand on monte de la 60 000, c'est vraiment pour un gros grip. On se dit vraiment qu'il faut que la voiture elle tienne vraiment, elle a besoin beaucoup d'avant. Et en fait c'est dû surtout à la qualité du carbone et au flex du châssis central, là, du châssis principal je veux dire. Le châssis a beaucoup de flex, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc on s'aperçoit en fait que le réglage est plutôt dur, surtout en latéral, puisque le châssis bouge beaucoup. Je vous en reparlerai un petit peu pendant les essais. Classiquement, là on va retrouver des ressorts médium. Hein. Donc c'est pareil, ils ont une petite gamme de ressorts chez Velox. Mais dans le kit, bon, il y a les ressorts bleus. Ça marche très bien, aucun souci là-dessus. On arrive sur le pod arrière. Donc le pod arrière, on voit en fait, c'est un montage. Je vais me prendre un petit peu sur le côté. Je sais pas si on verra bien. Ouais, si. Donc le moteur est fixé au plus bas. Et ce qui est pas mal en fait dans ce kit, c'est que les deux côtés sont identiques. Cette pièce-là est identique des deux côtés. Et la seule différence en fait, c'est qu'on va retrouver ces gorges-là, elles sont plus basses sur une pièce que sur l'autre. Ce qui nous permet en fait de descendre le moteur, par exemple quand on roule sur moquette. Et qu'on est sûr qu'on ne va pas abîmer le moteur, on va pouvoir baisser un petit peu le centre de gravité. Et quand on va rouler par exemple en extérieur, eh bien on va remonter un petit peu le centre de gravité du moteur. Et là du coup on viendra pas frotter la cage du moteur. Donc un système intéressant. Pareil à l'arrière, donc on va retrouver un système un petit peu comme sur la Roche d'ailleurs. Donc un système où on a l'axe qui est sur deux cales qu'on pourra inverser, c'est-à-dire qu'on pourra changer le sens de la cale. Donc on pourra monter ou descendre la garde au sol. On pourra aussi mettre des rondelles en dessous. Pareil pour monter ou descendre la garde au sol. Et on pourra également inverser la cale pour changer l'empattement en fait. Rallonger ou raccourcir la distance entre la roue arrière et la roue avant. Ça c'est pas mal, tous les réglages sont dessus.
Pour l'aileron arrière, pareil, on a des réglages de hauteur, donc je crois qu'on a 3 ou 4 réglages. J'essaie de regarder si on voit mieux. Je crois que c'est 3 réglages de hauteur pour l'aileron arrière. Donc et enfin pour le diff, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le régler sans démonter le diff. On a un petit trou en fait qui nous permet de bloquer le diff et de le serrer. Bon, je suis pas fan de ces trucs là, moi je préfère sortir la pièce et puis serrer le diff comme il faut à la main. Mais bon, le diff il fait bien son office, la couronne aussi. La couronne, il y a pas mal de billes, je crois. Hein. Je crois que c'était 16 ou 18 sur la couronne d'origine. Une couronne qui est en 64 dp. 93 dents. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit quand même que c'est quand même assez large tout ça, donc le pignon est quand même assez sorti par rapport à l'axe du moteur. Bon, ça pose aucun souci, mais bon, c'est à noter. On a aussi des cales ici pour élargir un petit peu la voie. Alors, il faut savoir que la voiture elle est à 190 mm hein, déjà de boîte, donc on est au maximum de ce qui est réglementaire. Voilà pour le montage. Maintenant, on va parler un petit peu des essais que j'ai pu faire sur la piste moquette de la SMN et également sur la piste asphalte du MACN, du Mini Auto Club Nantais. Je vous laisse d'abord regarder un petit peu les vidéos et on se reparle un petit peu après des essais et des setups. A tout de suite. Ça arrive toujours.
Donc voilà ce que ça donne. Alors, donc je sais pas si vous le voyez bien la vidéo. Le premier truc en fait qui marque un petit peu quand on pilote ce châssis, c'est que le châssis bouge beaucoup en fait, hein. Sur les châssis, sur les bosses, on va avoir tendance à sautiller un petit peu. Alors donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait c'est dû au flex du châssis. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc le fait le châssis il store un petit peu, bon c'est pas dramatique quand même. Mais bon, c'est pas très épais, je sais pas combien d'épaisseur il fait le châssis, on va le mesurer. On va le mesurer ensemble, hop. Donc on a un châssis qui a 2,6, il y a une petite plaque, une petite couche de protection en dessous là, donc on est à 2,5 quoi. 2,5, après ça dépend de la qualité du carbone, et je pense aussi que le train avant est vraiment très étroit. Ce qui donne un petit peu ce flex en fait sur le train avant. Alors ça a deux avantages, enfin c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que la voiture va avoir pas mal de grippe. Donc en fait on va se retrouver à avoir une voiture qui va être réglée assez dure. On l'a vu en latéral, on l'a vu en centrale. Et on va se retrouver quand même à avoir du grip à l'arrière malgré tout, on va avoir de la motricité. Hein. Le châssis va encaisser toutes ces déformations de la piste. Par contre, bon, je vous l'ai dit, donc ça va sautiller un petit peu. Donc devant, il va falloir mettre un petit peu de droop quand même, parce que si vous réglez sans droop, là, ça va être une catastrophe, la voiture va bouger tout le temps. Donc il va falloir laisser un petit peu de droop devant. Pareil à l'arrière, un petit peu de droop, ça fait pas mal non plus. Le défaut hein, de ce châssis, c'est que c'est très peu sensible, enfin pas très peu, mais c'est moins sensible au réglage que les autres châssis du moment. On va faire en fait des setups qui vont être moins impactants. Tout ça va être un petit peu atténué par le flex du châssis. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de faire des setups un petit peu extrêmes. Enfin, j'exagère un petit peu quand je dis extrême, mais un petit peu plus poussé que d'habitude. Si on veut vraiment avoir des résultats, si on veut vraiment visualiser les résultats du setup. Sinon, en ce qui concerne la solidité globale du châssis, donc là il a quand même presque 1 mois et demi de roulage. Donc en intérieur, en extérieur, j'ai fait qu'une session en extérieur. D'ailleurs au passage, hein, la session extérieure a été faite avec des rails, il n'y avait pas beaucoup de grippe, donc c'est pas très représentatif de ce que ça peut donner. Il y avait beaucoup de vent, la piste était très poussiéreuse, et j'avais pas traité complètement la voiture. Donc la vidéo, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais bon, ça donne une petite idée de comment le châssis se comporte. Par contre là, j'étais vraiment agréablement surpris, c'est que la voiture en fait, elle marche vraiment pas mal. Je m'attendais pas en fait si je vais pas dire un si bon niveau de performance, mais pas loin. En fait, pour un premier châssis Shepard, ils ont fait un truc sympa quand même, qui marche bien. Hein. C'est-à-dire que le réglage de boîte, mis à part peut-être l'amortisseur central qu'il faut durcir un petit peu, parce que vraiment déjà que le châssis bouge beaucoup avec l'amortisseur souple. Là, ça sautille quasiment partout. Alors après, ça dépend un petit peu des pistes sur lesquelles vous roulez. Si la piste est bosselée, bon, il faut durcir un petit peu. Si c'est plat, on pourrait peut-être laisser le réglage de boîte. J'ai pas trop testé, j'ai pas trop pris le temps de. J'ai pas la piste, hein, j'ai pas de piste extra plate. Parce que chez nous c'est un petit peu bosselé quand même, même sur moquette. Donc voilà, c'est le principal truc à revoir. Au niveau des réglages des setups, je vous l'ai dit, le train avant, la chasse, tout ça, il n'y a aucun souci. J'ai eu aucune casse, mis à part les longs avant, comme je le disais au départ. J'ai eu ici une petite biellette qui s'est un petit peu tordue sur un gros choc. Bon, je l'ai redressé, il n'y a pas eu de difficulté, et une rotule qui est sortie aussi également sur un choc assez important. Bon, voilà le petit bémol, c'est vrai, c'est assez rotule quoi. Bon, après le reste ça bouge pas trop. Il faut mettre quand même un cerveau, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de sauve-cerveau, il faut mettre un cerveau assez costaud dessus.
Et puis ça roule pas mal hein, quand même, hein. C'est vraiment un bon châssis. La petite difficulté en fait chez Shepherd, ça va être pour la distribution des pièces, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de distributeurs en France. Je crois que c'est Andel qui distribue en France la marque. Donc tout ce qui est Velox, c'est chez Andel. Alors je sais pas s'ils ont les pièces F1. Je n'aurais pas posé la question. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que comment ça s'appelle directement la marque, en fait, elle est très réactive. Hein. J'ai eu de bons contacts avec eux. Ils ont toujours su répondre quand j'avais des questions à leur poser. Donc c'est pas mal. Ça reste quand même un châssis qui est très peu distribué, qui est un petit peu exotique. Donc si vous voulez bosser sur la setup, si vous voulez partir sur quelque chose de très simple au départ, c'est peut-être pas sur ça qu'il faut aller. Puisqu'on n'a pas beaucoup de retours d'autres pilotes sur ce châssis. Il faut voir que je crois qu'au niveau de tarif, ils sont quand même dans la moyenne haute de ce qui se fait en tarif. On est un petit peu en dessous du X-Ray, mais quand même au-dessus de la Roche. On doit être, là, il est été livré avec des pneus, donc c'est un petit peu plus au-dessus, mais on doit être dans ces tarifs-là, on doit être en dessous des 300 €, je crois, dans les 280 €, quelque chose comme ça. Il faudrait voir d'ailleurs sur les sites. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces essais. Au niveau chrono, je tournais dans des temps un peu. Alors seulement sur moquette, j'ai pris des chronos sur moquette, sur asphalte j'en ai pas pris. Je tournais dans des temps à peu près similaires à ce que je faisais en X1 2015. À un petit dixième près, quoi. Ça reste très compétitif pour une première voiture de chez Shepherd. Voilà, par contre, effectivement, il faut voir comment ça évolue dans le temps, comment se fait la distribution des pièces, et si on a de la casse, comment on rappelle, s'ils font évoluer leur châssis dans le temps. Voilà, c'est un petit peu les questions qu'on peut avoir sur cette marque. Mais bon, après c'est intéressant, ils se mettent à l'électrique, Shepherd. Donc ils ont une bonne réputation en thermique. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas en piste électrique. Franchement, ça peut être intéressant. Bon, à tester. Hein, c'est vraiment c'est un châssis exotique. C'est sûr, hein, c'est vrai que c'est pas non plus hyper distribué, mais bon, ça le mérite de bien marcher, donc on peut lui laisser sa chance. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet essai. Je voulais donc remercier Shepherd de m'avoir fourni ce kit. Au passage, un petit clin d'œil pour la Caro, donc les stickers qui nous ont été fournis par The Border. Je crois d'ailleurs que The Border distribue la marque Shepherd, il me semble qu'ils en ont. Donc il y a, pour la distribution, hein, s'il n'y a pas en France, vous trouvez pas mal de trucs, puisque Shepherd c'est une marque allemande, je crois. Vous trouvez pas mal de trucs sur les sites allemands ou hollandais. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, ils n'ont pas encore non plus trop de résultats en cours. Je crois pas qu'ils ont de pilote officiel pour ce châssis en ETS ou ce genre de choses. Ça viendra peut-être. Donc faut donner, comme on dit, on donne sa chance au produit. C'est vrai que c'est un petit peu le motif, mais bon, c'était une agréable surprise. Moi j'ai pris plaisir à rouler avec ce châssis. Je m'attendais pas à grand chose en fait en testant, et finalement c'est pas si mal. Voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour donc sur notre forum rcf1.fr pour rejoindre la communauté F1. Bien sûr, il y a toujours la page Facebook RCF1 et la chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, comme ça vous aurez un petit peu d'infos et les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!